tous. Merci beaucoup d'être venu, d'être présent ce soir. Alors, la conférence de ce soir a pour but de présenter les applications concrètes des briques de l'industrie du futur. On entend souvent parler, on va pouvoir entrer un peu plus dans le détail aujourd'hui. Moi-même, je suis donc Benjamin Villain, je suis associé de Laurent Chevrier pour la création de Balloon Partners, je suis également directeur général. Ensuite, il y aura Eric Truffet qui va venir, qui est expert auprès de l'Alliance pour l'industrie du futur sur le sujet RAMI. Ensuite, Nicolas Augier et Lionel Bourdois de General Electric qui représentent les solutions digitales. Et enfin, Alexandre Zimmermann qui fera une ouverture sur le nouveau mode de management issu de l'industrie 4.0. Alors tout d'abord, la question c'est pourquoi est-ce qu'on a choisi de traiter de l'industrie 4.0 ? La question serait plutôt comment est-ce qu'on peut ne pas parler de la révolution industrielle que nous vivons actuellement. L'industrie 4.0 fait référence à la 4e révolution industrielle. La première, c'est la vapeur, qui a permis d'engendrer de l'électricité, qui est la seconde révolution industrielle. L'électricité a permis de mettre en place des robots, des ordinateurs, en grande série, la 3e révolution industrielle. Et la 4e révolution que nous vivons actuellement est la révolution de la donnée. Alors pour illustrer un petit peu mon propos, cette révolution permet de faire des produits de grande série, mais pourtant spécifiques. Un exemple qui est très simple, je pense que vous l'avez tous avec vous, c'est un téléphone portable. Le téléphone portable, il est équivalent à peu près à ce que vous avez ici, il est équivalent à 1 milliard d'autres, et pourtant le mien est unique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des services qui me sont dédiés, qui sont personnels. Alors, quelle est l'idée derrière ? C'est que lorsque j'ai acheté un téléphone portable, je l'ai acheté pour téléphoner évidemment, mais pour avoir accès à de la donnée, pour aller chercher de l'information. Et ensuite, par tout l'usage que j'ai pu avoir sur ces données, il y a eu une analyse qui a permis de générer de nouveaux services, des services spécifiques. Par exemple, lorsque il y a les vacances qui arrivent dans pas très longtemps, eh bien, j'ai des propositions pour avoir les meilleurs hôtels qui me correspondent. Lorsque j'utilise un GPS, j'ai des propositions pour m'arrêter dans les endroits qui me plaisent, tout simplement. Donc l'industrie 4.0 permet de créer des produits spécifiques pour les clients. Et c'est à cette problématique que doivent répondre les industriels. Comment faire pour passer d'une production de masse à une production spécifique, tout en ayant évidemment des coûts qui restent très faibles et qui restent très mesurés. Alors, quand on avait commencé Balloon Partners pour présenter le sujet de l'industrie 4.0, les industriels nous disaient souvent l'industrie 4.0 ce n'est pas pour moi. Alors, parmi les arguments qu'ils avançaient, l'industrie 4.0 c'est que pour les grands groupes. L'industrie 4.0, ça ne marche pas dans l'entreprise parce que j'ai des produits qui sont beaucoup trop spécifiques. Ou encore, l'industrie 4.0, on est en plein dedans, on a investi dans de nouveaux ordinateurs. C'est des cas réels. Et Ernst & Young, qui a sorti une étude sur ce sujet en octobre 2016, appuie ce propos puisque seule une entreprise sur 5 a désigné une personne au CODIR, comité de direction, pour traiter du sujet de l'industrie 4.0. Et pourtant, eh bien, 89% des industriels, toujours selon cette même étude Ernst & Young, mettent en avant comme axe prioritaire de développement l'organisation, la flexibilité et la réactivité. C'est justement ce qui est demandé par l'industrie 4.0 pour créer des produits spécifiques vis-à-vis de leurs clients. Et seule une entreprise sur 5, je le rappelle, s'est véritablement investie sur ce sujet. Toujours selon l'étude Ernst & Young, les entreprises qui ont mis en place des solutions de l'industrie 4.0 ont constaté une optimisation de leur productivité de 10 à 15%, une réduction de leur délai de livraison, de réduction par 4, et un retour sur les capitaux investis de près de 25%. Tout ça pour illustrer un petit peu le sujet. Alors, finalement, derrière cette question, l'industrie 4.0, finalement, c'est quoi ? Je me répète, c'est la possibilité pour les entreprises de créer des produits spécifiques en générant de nouveaux services. C'est l'opportunité pour les entreprises d'améliorer leur productivité tout simplement en automatisant les tâches répétitives, simples, et en allant chercher de nouveaux business models.
C'est finalement pouvoir profiter, c'est créer de la donnée et profiter de ces données. Alors, tout ça, ce sont de belles interventions. Et d'ailleurs, on va plutôt maintenant passer sur des exemples plus opérationnels. Des exemples de la région. Alors là, vous voyez, c'est Airbus, en tout cas, c'est censé représenter Airbus. À Saint-Nazaire, a décidé de traiter la problématique des non-qualités. Airbus a une problématique qui est qu'ils font face à une très forte croissance de leurs commandes, et donc ça accapare un grand nombre de nouvelles ressources, et donc ça génère des non-qualités, puisque les opérateurs ne sont pas forcément aussi bien formés qu'avant, et les lignes de production doivent accueillir de nouvelles versions d'avions. Donc Airbus a fait une preuve de concept sur l'A380, on présentait Airbus à Saint-Nazaire. Ils font les tronçons d'avion depuis le nez de l'avion jusqu'aux ailes, c'est le tube, depuis le début jusqu'au niveau des ailes. Et sur le 380, ils ont fait une preuve de concept qui est d'utiliser des lunettes de réalité augmentée. Les lunettes de réalité augmentée sont des lunettes qui permettent d'avoir de l'information supplémentaire au-delà de ce qu'on peut voir. Un opérateur arrive sur le pied de l'avion, a le schéma des différents postes où il doit intervenir. Quand il arrive au poste, il y a des gammes qui s'affichent. Les gammes, c'est les manuels d'assemblage, un petit peu comme lorsque vous achetez un produit chez Ikea, vous avez un manuel pour monter votre meuble. Là, c'est la même chose, mais c'est pour monter un avion. Et pour les opérations les plus sensibles, il y a des vidéos qui s'affichent pour présenter les petites astuces. Cette preuve de concept a suffisamment bien marché pour qu'ils décident de le déployer sur l'ensemble de l'usine, sur plusieurs axes. Premièrement, garder les lunettes de réalité augmentée pour former les opérateurs, et ensuite déployer la numérisation des gammes. Pourquoi ? Parce que finalement, ce qui était surtout intéressant, c'est que les opérateurs aient les gammes qui conviennent aux postes sur lesquels ils interviennent en fonction de l'avion sur lequel ils peuvent intervenir. Un autre exemple maintenant que je voudrais donner, c'était Airbus, une grande entreprise, c'est une entreprise qui a choisi de se mettre sur le pilotage de la production automatisée. C'est Pro Robotique, qui est une entreprise qui conçoit des robots en Vendée, conçoit des robots pour le monde de la plasturgie. Et ils ont décidé de se lancer sur la thématique de l'industrie 4.0 en couplant leurs robots avec les presses à injection. Comment ? Ils ont mis en place un système de traduction, c'est-à-dire un système qui traduit le langage machine de la presse à injecter avec le langage machine du robot et faire en sorte que les deux communiquent. Pour pousser le concept un petit peu plus loin, CPRO a mis en place un système de pilotage automatique d'une ligne de production. Alors ça permet qu'un seul opérateur peut tout simplement piloter les différentes opérations d'usinage, de fraisage, toutes les opérations qu'il peut y avoir. Il peut gérer les changements de produits en direct et il peut également tout simplement piloter la production, savoir quel produit est actuellement réalisé et donc changer de produit en fonction de la demande du client. CPRO Robotique, par son application sur l'industrie 4.0, est une championne de la croissance. Pour preuve, elle a été primée aux Échos en février 2017 comme étant championne de la croissance et ils sont devenus leaders européens sur leur marché. CPRO, c'est une entreprise qui fait à peu près 250 à 300 personnes. Un autre exemple d'une autre entreprise qui s'est lancée aussi sur la thématique de l'industrie 4.0 par la virtualisation industrielle. Alfi Technologies, c'est une entreprise qui est à Angers, qui fait à peu près 150 personnes et qui développe des lignes de production. Des lignes de production et des robots de manutention. Une production à peu près la taille de la pièce, donc c'est de gros systèmes industriels. Et ils avaient une problématique, c'est qu'ils avaient du mal à vendre, parce que quand on vend sur papier une machine qui est aussi grande que la pièce, il faut un certain effort de la part de l'acheteur pour se projeter sur le produit qu'il va acquérir. Et donc, Alfi Technologies a choisi de virtualiser, c'est-à-dire qu'ils sont intervenus dans les usines clients, ils ont repris l'ensemble du système existant, ont virtualisé et ont présenté au client le système qu'il allait acheter. Ainsi, le client pouvait directement se projeter, voir comment était la machine, comment elle était mise en œuvre. Ils ont poussé le système un petit peu plus loin en allant créer des prototypes virtuels.
en créant des prototypes virtuels. Ils incrémentent les machines en fonction des demandes du client. Et forcément, quand arrive la décision d'achat suite à l'appel d'offres, lorsque l'entreprise a pu non seulement créer la relation avec le client et en plus le projeter sur le produit, ça simplifie les démarches. Alfie Technologies fait partie du groupe Materials et utilise cette technologie pour se déployer sur l'ensemble des projets internationaux avec succès. Alors maintenant, un autre sujet, c'est un sujet pour les inventaires automatiques. Toutes les usines de production doivent réaliser à un moment ou à un autre des inventaires, un inventaire qui est barbant pour absolument tout le monde et qui n'a strictement aucune valeur ajoutée, puisque le but d'une usine de production, c'est de produire. IDEA Logistique, désormais IDEA Group, a décidé de se pencher sur le système en faisant un test d'inventaire automatisé. Ils ont tout simplement mis des codes barres sur l'ensemble des pièces de l'usine et ils font se balader les drones qui scannent toutes les pièces de l'usine et font comme ça des inventaires automatiques. Sachant qu'un drone a une capacité de scan à peu près 20 mètres secondes, vous voyez le temps qui est gagné. IDEA Logistique, désormais IDEA Group, a choisi de se développer très fortement sur la thématique de l'industrie 4.0 et est devenu désormais un acteur incontournable sur la digitalisation des chaînes logistiques en proposant des solutions numériques depuis le début jusqu'à la fin sur l'ensemble des flux. Et IDEA Logistique est une entreprise du coin qui fait à peu près 200 personnes. Enfin, le dernier exemple que j'aimerais vous citer, c'est Jallo Beneteau, qui est une entreprise de Vendée que tout le monde connaît. Ils conçoivent des bateaux, donc des bateaux de plaisance, et ils ont décidé de revoir la vente de leurs bateaux, et de proposer de nouveaux services. L'idée de Jallo Beneteau n'est plus de vendre un bateau, mais de vendre une expérience du nautisme. Pour faire ça, ils ont décidé de se pencher sur la question de tous les services qu'il pourrait y avoir. Ils vont créer à Nantes le pôle digital Beneteau pour se pencher sur cette question. Parmi les idées qu'il pourrait y avoir, ce serait par exemple que vous puissiez aller sur un port et avec votre téléphone directement louer un bateau. Le bateau, avec les tableaux de bord connectés, pourrait vous donner des alertes sur la météo, sur l'état de la mer et pourquoi pas vous donner des routes qui seraient plus ou moins simples suivant votre niveau de voile. Et ensuite, surtout ce qui est très intéressant, c'est que Beneteau pourra récupérer ces informations pour comprendre l'usage que vous avez des bateaux afin de reconcevoir les bateaux et garder uniquement les fonctionnalités qui sont utiles pour vous. Alors, tous ces projets ont des étapes de transformation communes. Tout d'abord, il y en a 5. La première, c'est d'identifier un besoin, soit qui vient de la part du client qui demande une spécificité, soit de la part de vos lignes de production, simplement pour diminuer les non-qualités ou aller chercher des gains de croissance. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'étudier les technologies. Quelles sont les technologies qui répondent à votre besoin, tout simplement. La troisième étape, c'est de faire le retour sur investissement. On n'est pas là dans l'amour de la technologie. C'est pas ça le but, c'est est-ce que ça marche, est-ce que ça rapporte, est-ce que ça permet de générer de la croissance. Quatrièmement, faire une preuve de concept. Et cinquièmement, si la preuve de concept est positive, déployer à l'ensemble de l'usine, à l'ensemble de nous. Pour conclure, vous l'avez compris, l'industrie 4.0 n'est pas réservée aux grands groupes, n'est pas réservée aux entreprises qui font que des produits classiques. C'est utile pour l'ensemble des industriels qui veulent répondre aux nouveaux besoins de leurs clients. C'est une capacité pour les entreprises à générer de nouveaux business models avec de nouveaux services. C'est une capacité pour les entreprises à augmenter leur productivité en réduisant les tâches répétitives sans valeur ajoutée. C'est également une capacité pour les entreprises et pour les salariés en particulier à imaginer les métiers de demain, sur lesquels ils vont pouvoir intervenir. L'industrie 4.0 est une grande source d'opportunités. Et Baldwin Partners est un cabinet de conseil en ingénierie qui accompagne ses clients dans leur transformation vers l'industrie 4.0. Merci. Maintenant, je vais passer la main à Eric Truffet, plutôt le micro.
Tout d'abord, merci d'être là et de m'avoir, je vous remercie de mes partenaires de m'avoir donné l'opportunité de présenter les derniers axes de recherche au niveau de l'Alliance pour l'Industrie Future et au niveau de la plateforme Industrie 4.0. Et nous allons donc voir maintenant les points que nous allons aborder ensemble. Alors, tout d'abord, je suis expert auprès de l'Alliance, je fais partie du groupe de normalisation à l'international de l'Alliance pour l'Industrie Future. RAMI 4.0, ça veut dire Référence Architecture Mondiale for Industrie 4.0. C'est les Allemands qui ont créé cet outil, où ils ont parti du principe que pour réaliser la grande majorité des points que vous venez de voir et que vous allez continuer à voir, la partie standardisation était très importante. Je suis membre du réseau expert de Roland Berger, qui est à l'origine de la création de l'Alliance pour l'Industrie du Futur. Je suis un ancien dirigeant d'une société d'édition logicielle et d'intégration de MES, donc éditeur logiciel, intégrateur, conseiller en management. Et je suis à la base d'une formation d'ingénieur en génie industriel et en système d'information, ce qui est absolument fondamental pour l'industrie 4.0. Alors tout d'abord, je vais vous présenter la partie levier de compétitivité de l'industrie future. C'est un outil qui a été mis en place pour mieux expliquer l'ensemble des leviers que vous pouviez utiliser, dont on va retrouver dedans la majorité, même la totalité des points que vous allez voir. Ensuite, on va mettre ça dans le contexte global de l'économie, rapidement, et les deux outils principaux, le composant Industrie 4.0 et le RAMI, qui sont les deux bases et des exemples pour mieux comprendre ces deux concepts. Alors tout d'abord, ici nous avons les 7 leviers de compétitivité. Alors tout d'abord, on a les technologies de production avancée, additive manufacturing, procédés réalité augmentée pour pouvoir produire. Ensuite, nous avons toute la partie objets connectés, Internet des objets. Ensuite, nous avons la nouvelle approche de l'homme au travail, les nouveaux outils et méthodes qui permettent de mieux travailler. Les parties connectées, les usines et les machines et les lignes de production connectées. Là-dessus, ça génère des nouveaux modèles, des nouveaux business models au niveau de l'économie entre les clients, les fournisseurs. Et dernière chose, c'est ces nouveaux modèles sociaux qui sont intégrés dans tout ça. Alors, sur la partie standardisation, ça affecte directement cette partie-là, cette partie-là et cette partie-là. Globalement, l'industrie 4.0, on est ici, mais à terme, ça va être connecté au smart grid, tout ce qui est énergie au niveau de la ville. Ici, ça va être connecté au niveau des systèmes de mesure d'énergie, de création d'énergie, la mobilité et évidemment la santé. À terme, ces principes-là vont être cohérents ensemble. Mais il faut bien commencer par un endroit, c'est l'industrie. Et évidemment, dans les autres domaines, au niveau européen, les recherches sont en train d'être faites pour que cela devienne cohérent. Alors, le premier outil, c'est le composant Industrie 4.0. C'est quoi? C'est la combinaison d'un asset. Un asset, c'est tout ce qui a de la valeur pour une entreprise. Ça peut être des logiciels, ça peut être des produits, des machines, ça peut être des savoir-faire,
des normes, des façons de vendre, et évidemment les humains. Les humains sont des assets pour l'entreprise. Et aujourd'hui, dans l'industrie, laissez-moi dire 3.0, ces assets-là ne sont pas forcément gérés. Pour qu'ils puissent être gérés, il va falloir qu'on leur ajoute ce qu'on a appelé un administration shell, un jumeau numérique, pour qu'ils puissent être gérés dans le monde numérique. Donc aujourd'hui, on a tous ces assets qui doivent communiquer ensemble. Dans l'industrie 3.0, il n'y a pas forcément de standardisation. À chaque fois, c'est du spécifique. À chaque fois, il faut refaire. Pour que l'on puisse communiquer systématiquement dans les entreprises et entre les entreprises, eh bien, les Allemands ont dit que systématiquement, il faut que l'on ait qu'ils ont appelé un administration shell, jumeau numérique, peu importe. Pour vous donner un exemple très concret, vous avez un balai, c'est un asset, hein, c'est important, un balai. S'il n'est pas référencé, il n'est pas industrie 4.0. Si vous lui mettez un numéro de série, et avec un fichier Excel sur lequel vous allez avoir le numéro de série de ce balai-là, eh ben vous allez lui adjoindre une partie de son administration shell. Et cette administration shell peut être sur une base de données, mais elle peut être sur plusieurs bases de données. Aujourd'hui, la question à se poser, c'est ce balai, vous l'avez appelé Toto, mais est-ce qu'il s'appelle Toto pour la production? Est-ce qu'il s'appelle Toto aussi pour le service commercial? Aujourd'hui, c'est pas évident. Eh bien, en se posant cette question-là, déjà, on organise mieux les systèmes d'information. Évidemment, un balai, c'est passif. Si vous avez un ordinateur, eh bien, ça va être actif, il va avoir des capacités de communication. Donc, l'administration shell va être capable de communiquer là-dedans. Donc ça, c'est le composant. Donc, la combinaison des deux, de l'asset plus son administration shell, c'est le composant industrie 4.0. C'est l'objet métier. C'est l'objet au sens informatique du terme, avec des propriétés, donc le fichier Excel avec les colonnes, et des méthodes, donc des opérations, qui vont être gérées soit dans l'administration shell, soit directement sur l'asset. Maintenant, comment on va les organiser? Alors, ne prenez pas peur. Ces composants, ils vont avoir plusieurs axes. Le premier, c'est l'axe du cycle de vie. Chacun de ces assets, il va falloir les concevoir. Ce sont les types, on va faire les plans du balai. Et ensuite, on va le produire, le balai. Ce sont les instances, c'est le numéro de série. Donc on va avoir un administration shell pour le plan du balai, et chaque balai qui va être fait, on aura un autre administration shell. Et comme ça, ça va permettre de tout référencer, le plan du balai, et chacun des balais. Donc ça, c'est le premier axe, qui est temporel. Ensuite, tous ces assets vont être répartis en 3 catégories. La première catégorie, c'est tous les assets qui sont liés aux produits. Pourquoi l'entreprise existe? Ça peut être des produits, des services, peu importe. C'est pourquoi l'entreprise existe. Ce sont ces parties-là. Ensuite, on a tous les assets qui sont liés aux moyens de production, de réalisation de ces produits ou ces services. Ça peut être l'entreprise, ça peut être le capteur, peu importe. Et ensuite, on va avoir tout le reste. Le monde connecté, les clients, les fournisseurs, ce sont des assets. D'accord? Et ensuite, tous ces assets, ils vont devoir communiquer. Donc, la partie physique, il va falloir transformer l'information physique en information numérique. Il va falloir la transformer ensuite, il va falloir la communiquer. Tous les exemples que mon collègue donnait tout à l'heure, eh bien, il faut les envoyer. Le drone, il faut qu'il puisse le capter. Ensuite, le drone, comment il va l'envoyer à la base de données? Donc, c'est ici la communication. Ensuite, il faut les stocker dans des bases de données. Ensuite, il faut les mettre en forme. Et ensuite, il faut exécuter le business. Et on ne peut pas, si on veut récupérer l'information, par exemple sur le produit final, prenez l'exemple du drone tout à l'heure, eh bien, il faut que ce soit, il faut que ça passe sur la partie intégration, il faut qu'il soit capable de lire le code barre physique, qu'il le lise. Ensuite, il faut qu'il le communique, il faut qu'il le stocke, et ensuite, toute la partie logicielle est ici, et là, c'est la partie business.
Et grâce à ça, ça permet de définir les standards et ça permet, par exemple sur la partie communication, aujourd'hui, le seul standard qui existe, c'est ce qu'on appelle l'OPCUA, sur l'automatisme, hein, mais il peut y en avoir d'autres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à ce principe-là, de dire que tout est asset, on doit concevoir le produit, les moyens de production et les clients qui vont avec, en disant qu'on va le typer et puis on va l'instancier, eh bien, on peut définir, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, les bases de données relationnelles, c'est la base de tout système d'information, et bien ça va permettre d'organiser la totalité de vos informations, quel que soit votre domaine. D'accord ? Et c'est ce qui va vous permettre de vous organiser entre le service développement, la production et le service commercial. Aujourd'hui, on a un fournisseur de CRM, un fournisseur de GPO, un fournisseur de CAO. Et bien, il faut qu'ils se causent. Aujourd'hui, ils ne se causent pas. Et bien, pour qu'ils puissent se causer, on va définir les assets, on va vérifier que le Toto, il s'appelle bien Toto de partout. Et ensuite, on va pouvoir travailler. Et ça, c'est un outil qui, à terme, sera utilisé de partout. Alors, en Allemagne, ils l'ont déjà utilisé, c'est d'ailleurs la base de l'industrie 4.0. Et en France, ça commence à être appliqué. Et voilà. Là, au niveau des détails, donc là, on va en détail, le premier axe. Donc ça, c'est issu, je vous en ai entendu parler de la norme ISA 95, où ça, c'est l'ancien monde, où on avait l'entreprise et puis les moyens de production, mais ça, maintenant, ça peut bouger. Donc, ce qu'ils ont rajouté, c'est les produits et les file devices, c'est des appareils qui circulent. Et et puis au-dessus, évidemment, le monde connecté, bah, c'est les clients, c'est les fournisseurs, voilà. Ensuite, on a le deuxième axe, donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, les différentes couches. Alors évidemment, on ne peut pas passer d'une couche on ne peut passer que à la couche supérieure, on ne peut pas sauter une couche. C'est-à-dire que l'information physique, si vous voulez la communiquer directement, ça sera compliqué, si vous ne l'avez pas vu avant. Et pareil, si vous voulez passer de la couche, vous avez l'information physique, vous la mettez directement dans la base de données, bah, bon, il faut la communiquer. Et ainsi de suite. Alors on retrouve ces schémas-là sur la partie, ce qu'on peut appeler les architectures 3 tiers. Avant, je dirais, aujourd'hui les ERP, ils sont principalement entre cette couche-là et cette couche-là. Vous voyez ? Elle ne va pas jusqu'à la couche communication. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est la particularité de l'industrie 4.0. Donc là, on a le détail au niveau du développement. Donc sur le développement, on va distinguer la partie développement, donc construction des plans, des systèmes de production. Maintenance, usage. Alors, sur la partie développement, elle n'est pas très explicite. En revanche, sur la partie production, là, c'est beaucoup plus intéressant, où on va avoir la production du balai, et ensuite l'usage et la maintenance. Donc là, on a vraiment le cycle de vie jusqu'au recyclage complet. Alors là, c'est un exemple de combinaison des assets pour que vous voyez un petit peu mieux les différents cas possibles. Donc là, on a le cycle de vie, d'accord, purement virtuel. Là, on a une base de données. Et évidemment, la base de données, on va avoir les administrations de chaîne, notre fameux fichier Excel, là, notre ligne, avec le balai qui s'appelle Toto, et ben il est ici. Ça fait référence à Toto qui est là. Voilà. Ils sont liés, c'est uniquement, on sait qu'il s'appelle du même nom. Mais lorsqu'on a un asset intelligent, eh bien, l'asset, les informations peuvent être stockées directement dedans. Donc là, on n'a pas besoin de base de données intermédiaire. Mais c'est toujours l'administration de chaîne et on doit toujours veiller à ce que ce soit cohérent. Donc là, c'est un exemple. Au niveau du RAMI, si par exemple, on a besoin de récupérer une information sur la chaîne de fabrication et l'envoyer au client, par exemple, une technologie intéressante, c'est qu'un fabricant de machine spéciale, il fait sa machine, il la vend, et ensuite il veut récupérer les données. On est obligé de passer de l'information de la récupération de capteur, de la communiquer, de la mettre dans la base de données, au niveau fonctionnel, de la renvoyer donc, du produit jusqu'au monde connecté. Donc c'est un exemple. Et voilà.
Donc, ce que je viens de vous présenter, c'est ce que les Allemands ont mis comme priorité absolue. Tout à l'heure, on a vu dans les leviers de compétitivité, il y a les aspects sociaux, il y a les aspects nouveaux business models, il y a les aspects nouveaux procédés de fabrication, c'est important. Et on voit qu'il y a la majorité, il y en a beaucoup qui sont liés au numérique, et d'ailleurs, en région Grand Est, dont je viens, ils ont lancé des diagnostics auprès des entreprises pour identifier les leviers de compétitivité avec l'outil de l'ensemble que je vous ai montré au début. Et sur la moitié des cas qui ont été identifiés, ce sont des cas qui sont liés au numérique. Si je prends l'exemple de PSA, leur prochaine étape est pour pouvoir continuer à travailler avec PSA. Il va falloir être capable que l'entreprise puisse communiquer de façon standardisée avec les systèmes d'information de PSA et pour que PSA puisse avoir l'information quasiment en temps réel jusqu'à son N-3 et 4 fournisseurs. Et ça ne peut pas passer par une entreprise. Ça passe par le standard et c'est là-dessus que l'Alliance travaille, et moi aussi, à titre personnel, on travaille au niveau de l'AFNOR pour que ce standard-là, du RAMI, actuellement c'est un standard TIN allemand, que ça devienne un standard ISO. Donc, de façon très concrète, d'ici 2 à 3 mois, on va avoir les premières applications industrielles. Pour l'instant, ce sont des prototypes, des démonstrateurs, sur le RAMI, notamment avec des bases de données relationnelles qui en sont détachées. Et voilà, et d'ailleurs, pour faire la liaison avec mes collègues, ils vont parler d'asset performance management. Lorsqu'ils parlent d'asset, c'est exactement ces assets-là dont on voulait parler. Et sur la partie fabrication additive, et même réalité augmentée, eh bien, c'est l'asset, et pour avoir l'information de la gamme de fabrication, c'est ni plus ni moins que les informations de l'administration Shell qui doivent être mises à disposition des lunettes connectées, pour donner un exemple. Donc, je suis Lionel Bourdois, j'appartiens à J-Power et je vais vous présenter l'application de solutions digitales, donc avec mon collègue Nicolas Augier qui est lui côté Wind Offshore. Voilà. Donc on va se partager la présentation. Et avec moi, dans mon cas, je travaille sur des installations de pompage. Mes clients, c'est plutôt des petites installations qui sont assez isolées, de taille complètement variée. On est sur une petite station d'irrigation dans une zone isolée jusqu'à des très gros complexes industriels, partout dans le monde. Et Wind Offshore, on voit un peu plus ce que c'est. Je laisserai Nicolas en parler un petit peu après. Alors, tout d'abord, GE, c'est un gros groupe, et GE Digital, GE a créé GE Digital, une entité propre comme J-Power, comme GE Renewable, et qui est dédiée au monde digital. Et il a commencé par créer une plateforme qui s'appelle Predix. Et finalement, c'est cette plateforme de communication qui permet de prendre l'information là où elle est sur des systèmes complètement hétérogènes et à partir de là, de les récupérer, de sécuriser toute la partie communication parce qu'on va gérer de l'information d'industriel, de l'information finalement confidentielle qui peut revêtir des secrets finalement industriels ou perçus en tant que tels par les exploitants. Et donc la première base, c'est de créer finalement un système d'exploitation qu'on appelle Predix, où c'est le Windows d'un ordinateur qui va permettre de communiquer entre les différents assets
qui ont été définis. Cette plateforme va pouvoir recevoir un certain nombre d'applications qui sont créées par GE sur nos métiers, notre valeur ajoutée. Cette plateforme est aussi accessible à des développeurs externes d'autres sociétés qui peuvent développer leurs propres applications sur cette plateforme. Alors moi je vais vous parler plus d'applications que je connais, qu'on utilise au niveau de GE Power. Donc on a en fait trois grands niveaux d'applications. Le premier niveau, c'est l'Asset Performance Management, qui est lui-même décomposé en deux systèmes. Le premier qui est Machine Equipment Analysis, qui, je m'excuse parce que nos slides sont en anglais, on travaille quasiment qu'en anglais, et je risque de faire un peu de franglais aussi. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc Machine Equipment Analysis, c'est tout simplement savoir quel est l'état de la machine. Donc si je prends une pompe, il y a des endroits, c'est une machine qui tourne. Généralement, il y a des endroits où ça chauffe, donc on va vérifier si ça chauffe pas trop. Après, donc, on est sur des très grosses pompes, donc il y a des sujets de vibration qui peuvent être un petit peu touchy, et donc on va aller regarder quand même les vibrations, voir ce qui se passe. Et après, on a d'autres capteurs. Et Machine Health va pouvoir nous dire le statut de l'équipement. On va me dire, généralement, les sites industriels, ils ont déjà un ordinateur qui fait ça. Sauf que le problème ordinateur, il est fixe, on est dans la génération précédente, et que finalement, c'est pas très user-friendly, parce que c'est pas forcément accessible, c'est dans la salle de contrôle. Mais le problème, le dimanche, je suis chez moi en astreinte et j'ai pas forcément envie d'aller sur le site. Donc la première chose, c'est de donner de l'accès à l'information partout, plus simplement sur un ordinateur, mais sur une tablette, sur un autre ordinateur, partout où je suis. Donc là, on apporte à travers cette couche, finalement, pas plus d'informations. C'est la même information de départ, on va juste connecter à des systèmes d'information qui existent, à un ordinateur qui existe, un OTCS, et on va aller apporter par contre de la flexibilité, de l'autonomie. On va pouvoir aussi définir de l'information en fonction de l'utilisateur. Donc on revient à l'exemple de Benjamin, on a tous un même téléphone. Mais on a des usages différents de ce téléphone, et quand je suis opérateur ou directeur du site, j'ai pas besoin de la même information, du même niveau de détail d'information. Et ce qui est extrêmement figé dans des systèmes sur un ordinateur devient possible avec les solutions du 4.0. La deuxième couche, c'est bien quand même, on a des données, mais on peut quand même faire mieux. Et ces données, donc on gère des équipements industriels, c'est des équipements qui servent à produire, et ce qu'on veut savoir, ou ce qu'on ne peut pas savoir, ce qu'on ne veut pas voir, c'est que ça tombe en panne. Et donc du coup, à travers, une fois qu'on a les données, on peut apporter l'intelligence. Et cette intelligence, c'est des algorithmes qui vont permettre d'analyser les données, parce que finalement on en a de plus en plus. Et ce qui était possible de voir, ok, ma température elle augmente, j'ai peut-être un problème, ok, mais quand j'ai un peu d'équipement ça va. Quand j'en ai 10, ça commence déjà à être un peu plus compliqué. Puis quand c'est interconnecté avec 50 autres indicateurs, là, on a des problèmes, et donc on a besoin d'une couche complémentaire qui va nous permettre de faire finalement de la maintenance prédictive. Donc de la vraie maintenance prédictive, c'est on va faire de l'analyse d'indicateurs multiples, et avec on ne va pas simplement se contenter d'alarmes, mais on va regarder des tendances, on va croiser tout ça, donc on élimine les fausses alertes, les fausses alarmes, parce que souvent on dit l'opérateur nous dit ça bipait ici, j'ai fait reset, ok, ça continue à tourner, c'est bon. Oui, mais sauf qu'il n'a pas vu que derrière, il y a un autre paramètre qui se dégrade, et que, in fine, c'est
dans 10 jours, dans 6 mois, une défaillance majeure, un arrêt, et alors que ça aurait pu être évité, soit en faisant une maintenance, soit en adaptant la charge. Et donc voilà, l'outil sert à vraiment aller ajuster tout ça. Donc on va aussi après avoir d'autres modules, plus de respect de la réglementation sur des émissions, des choses comme ça, qu'on va pouvoir aussi intégrer sur les équipements en fonction de la nature des équipes. Le deuxième gros volet, c'est OK, on est très bien au niveau d'un équipement. Il faut aller aussi, quand on a un gros site industriel, aller chercher finalement comment j'optimise tous mes outils de production, parce que j'ai ici un élément de ma chaîne de production, mais si en amont ou en aval ça déconne, ça va pas forcément, ça va penser au final. Et donc derrière, il va falloir aider à planifier encore. Et l'outil, le 4.0, permet de faire remonter toutes ces informations qu'on a sur nos équipements pour aller optimiser des plannings de maintenance, faire du prévisionnel et jongler finalement cette machine elle se détériore un petit peu plus vite, celle-ci elle peut durer un petit peu plus longtemps, comment je jongle sur les différentes maintenances. Et le troisième niveau qui est le business optimization, on va se placer là directement au niveau d'un ensemble de sites, généralement, ou d'une flotte plus importante, ou de gros sites. Et là, on va intégrer aussi, c'est bien, on a notre site, mais finalement, on n'est pas un site de production, on a des fournisseurs, l'exemple de PSA, on a des fournisseurs avec des prix, avec des cadences, et si ça bloque en amont ou en aval, on va avoir des soucis. Quand on vend de l'électricité, le prix fluctue, finalement, il y a peut-être des moments où c'est plus judicieux de vendre, et donc on va pouvoir faire de l'optimisation de business avec toute cette information-là. Donc tout ça, ça s'adapte. Donc je dirais que les premières couches, c'est pour tout le monde. Les couches du dessus, on est déjà sur des plus grosses structures. Et donc nous, à l'échelle de l'activité pompe, on n'utilise que la couche Asset Performance Management et une grosse partie, juste l'onglet, la partie, le socle, Machine et Equipment Health. Donc c'est d'abord récupérer l'information et juste à partir de ça, on arrive à créer de la valeur. Donc, je vais juste parler du coup maintenant de l'APM, Asset Performance Management. Finalement, il y a plusieurs choses et ce graphique est très intéressant. On a la première couche de mesure qui est là. C'est finalement le premier niveau, c'est avoir la donnée, la collecter, l'analyser, premier niveau d'analyse. Et quand on gère des équipements industriels, c'est arriver à la prévisionnelle de maintenance, baisser ses coûts de maintenance, augmenter le temps de fonctionnement et diminuer les temps d'intervalle entre les maintenances. Donc on va essayer d'analyser toutes ces données-là pour optimiser ce produit-là. Et la solution, l'APM, il faut commencer par faire de la mesure. Derrière, on va commencer à analyser et derrière, pour faire la prédiction de panne. Aujourd'hui, certains ordinateurs le font, mais le problème, la learning curve, la courbe d'apprentissage, va être très longue. Nous, entre deux maintenances, on a entre 5 et 7 ans. Donc, s'il faut avoir 7 ans pour faire le premier retour d'expérience, c'est un petit peu long quand on a des ROI très courts. Et justement, le digital et le monde 4.0 nous permet d'accélérer ça parce que finalement, c'est du collaboratif, c'est l'intérêt d'envoyer toutes ces informations-là dans un cloud nous permet de capitaliser les expériences des uns et des autres et d'en faire de la valeur pour tout le monde.
Et c'est là le grand enjeu pour nous en tant qu'industriels et puis société du digital, c'est d'apporter cette valeur-là à nos clients. Alors je vais donc juste reprendre en fait, donc ça c'est bien, mais sur le terrain on a en fait quelques challenges et j'en citerai trois. Le premier, c'est l'acceptabilité, c'est que effectivement on rentre dans le 4.0, tout le monde veut faire du 4.0, mais effectivement parfois installer un ordinateur ça suffit. Et donc finalement quand on veut rentrer dans le 4.0, il y a un problème d'acceptabilité des managers, des dirigeants, parce que on rentre dans un autre monde, on parle de collaboratif. Dans l'industrie, je vais donner des informations qui vont être utilisées par mes concurrents. C'est oui, non. On va partager une connaissance, mais les informations propres de chacun restent à la propriété de chacun. Et donc il y a un gros challenge, surtout dans des installations qui sont assez anciennes, comme les centrales thermiques par exemple, pour passer le pas. Après, on a vu, alors juste chez nous, on a toute une panoplie de solutions et les enjeux ne sont pas forcément les mêmes suivant les sociétés. Et donc on a chez nous des solutions qui commencent à quelques milliers d'euros jusqu'à des centaines de milliers d'euros. Il faut que la solution soit aussi adaptée en termes de coût. Et donc ça, c'est ce qui est aussi très important au niveau. On va définir une solution de 4.0, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont les enjeux derrière, et derrière, qu'est-ce que ça nous fait gagner. Et j'en ai parlé, le premier élément, il faut pas le négliger, surtout dans les installations existantes, c'est qu'il faut de la donnée. Si on veut communiquer quelque chose, il faut quelque chose à communiquer, et donc il faut de la donnée. Et c'est la matière première. Et souvent aussi, on oublie sur certains sites, on veut directement arriver à faire de la maintenance prédictive en oubliant que d'abord il nous faut de la donnée, de l'analyser et capitaliser sur cette donnée. Donc ça c'est le retour sur des petites installations. Je vais passer le micro maintenant à Nicolas qui va pouvoir vous présenter comment c'est déployé côté WinOffshore. Bonjour, Nicolas Ollier. Je suis responsable de la partie digitale pour la partie offshore wind, donc c'est la partie éolienne marine. Je vais présenter comment est-ce qu'on déploie une stratégie qui est assez similaire au final par rapport à Lionel. Parce qu'on a une stratégie globale qui est définie par GE et qui est déployée, qui est customisée en fait dans chaque business. Déjà aujourd'hui, offshore wind, on a une PME au sein de General Electric. C'est un business qui est assez récent. Puisqu'il a seulement quelques années, on commence à déployer nos premiers marchés en fait. Donc aujourd'hui on a un premier produit qui s'appelle l'Aliade, qui va être installé dans la région et en France. On a vendu 232 machines en fait en France, donc on a les marines, une soixantaine en face de Gaulle. Et on prévoit aussi de faire de l'Aliade flottante. Et on est en train de développer aussi un futur produit qui devrait supérieur à 10 MW et potentiellement le plus gros produit du marché dans les années à venir. Voilà à peu près comment on se positionne. On est 250 à 300 personnes réparties à Nantes, Paris, États-Unis, Allemagne et Espagne. Voilà, c'est une société assez internationale. Donc aujourd'hui, quelle est la stratégie pour le digital? Tout bêtement, en fait, on a trois clients principaux en fait, qu'on cherche à adresser, qui correspondent à nos besoins en fait, des utilities, c'est-à-dire des gens comme EDF, des exploitants de parc. Donc chaque colonne en fait, correspond au niveau qu'a présenté Lionel, c'est-à-dire tout ce qui est asset power management, operation optimization, business optimization. Donc le premier niveau, ça va être vraiment d'augmenter la fiabilité. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est très critique pour offshore? Parce que contrairement aux éoliennes terrestres, on ne peut pas les dépanner. C'est-à-dire s'il y a une éolienne qui est en panne, on est obligé de tout faire à distance, pouvoir faire un bon diagnostic à distance et de planifier aussi correctement les installations. Ça veut dire aussi que chaque panne coûte beaucoup plus cher puisqu'il y a un temps de trajet en fait, du fait de prendre le bateau. On est assez limité aussi puisqu'on a des conditions opérationnelles, on n'a pas le droit d'emmener les techniciens sur site en fonction des conditions de vent et des conditions de mer.
Ça veut dire que comme on cherche à installer des turbines en fait, sur des sites où il y a beaucoup de vent, ça veut dire que potentiellement on a peu de fenêtres de manœuvre pour faire de la maintenance. Donc on a un gros intérêt en fait à développer des diagnostics très très pointus et des pronostics, c'est-à-dire c'est anticiper les pannes et déterminer au mieux pour pouvoir planifier les maintenances et les prévoir. C'est-à-dire que ça va aider à planifier les arrêts de turbine quand on a des saisons où il y a moins de vent. Donc en fait ça nous oblige à aller beaucoup plus loin que ce qui était fait dans l'éolien terrestre, puisqu'on a des contraintes beaucoup plus grandes. Il faut voir aussi qu'on a des machines qui sont de taille largement supérieure, qui peuvent être en moyenne on va dire 3 fois supérieures à une éolienne terrestre. Donc ça veut dire qu'on a des pales qui sont de diamètre entre 150 et 200 mètres. On a des sous-structures, c'est-à-dire la machine est posée elle-même sur des fondations au sol qui sont de taille assez conséquente, qui subissent des chargements, des vibrations, etc., qui sont très conséquentes et qui usent en fait les structures, les soudures, les blooms, etc. Donc on se doit de faire un monitoring en fait très avancé, parce qu'on s'engage sur des durées de vie, sur des contraintes de marché, et du coup, pour tenir tout ça, on doit passer, on a besoin du digital en fait, pour nous aider à diagnostiquer, prognostiquer, regarder où est-ce qu'on en est sur nos cycles de vie, par exemple sur le générateur. On sait que nos paliers, donc c'est tout ce qui est roulement, ce qui permet de faire tourner le générateur par exemple, est prévu pour un cycle de 25 ans, avec tant de rotations par an en moyenne, etc. Donc on a besoin de savoir en fait où en est l'usure. Est-ce qu'il y a des machines qui s'usent plus vite que d'autres? Est-ce qu'on doit prévoir des interventions? Il faut savoir aussi que sur certaines interventions, donc il y a des bateaux classiques en fait qui restent sur site. Et pour les interventions majeures, en fait, en cas de panne, par exemple, changement de panne, changement d'un générateur, on a besoin aussi de louer en fait, un bateau qui est de taille exceptionnelle, mais n'a qu'une poignée au monde. Du coup, les coûts de maintenance sont assez élevés. En fait. Donc, le challenge pour l'offshore, il est là, en fait. Il est de réussir à réduire en fait, le coût d'énergie et de maîtriser en fait, complètement les coûts de maintenance et d'aller beaucoup plus loin dans les détails en fait, grâce au digital que ce qui a été fait aujourd'hui sur la partie éolienne terrestre. Voilà pour la première partie. La deuxième partie, donc Fleet Assessment, en fait, c'est permettre un petit peu, comme l'a présenté Lionel, c'est d'avoir une vue de performance en fait, des machines. C'est-à-dire qu'on a cet outil Predix qui a été développé, donc une plateforme cloud, une base de données qui permet d'installer des applications et qui nous permet de collecter les données, de faire des algorithmes de machine learning, mais aussi de les afficher. Et l'intérêt ici, c'est de donner la visualisation en fait, au centre opérationnel en temps réel en fait, de la performance des turbines. C'est-à-dire qu'il faut voir les parcs éoliens comme 100 mini-centrales électriques, par exemple, s'il y a 100 machines. Ça veut dire que potentiellement, il y a des dérives, toutes les turbines ou les éoliennes ne vont pas fonctionner en fait, de la même manière, ne vont pas avoir les mêmes performances. Et plus on va pouvoir en fait, identifier de manière précoce s'il y a des dérives, des recalibrations à faire, ou quelle turbine fonctionne moins bien, et pouvoir anticiper pourquoi, ça veut dire qu'on va pouvoir anticiper aussi la partie maintenance et améliorer la partie productivité, ce qui intéresse le client. Bon. C'est fait aquí. Voilà. Donc on a un deuxième point aussi sur cette partie Fleet Asset Manager qui est déployée dans l'éolien terrestre, qu'on va redéployer aussi, qui est la partie Power. Il faut savoir qu'on a des turbines qui sont de taille conséquente, ça veut dire qu'on s'installe sur des zones aussi qui sont d'une surface assez grande, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le même vent sur toute la zone. Donc nos machines sont construites et conçues avec des marges en fait, qui peuvent fonctionner. On peut produire plus que ce qui est vendu ou ce qui est affiché sur le papier. Donc on a de la marge. Et donc l'idée c'est, avec une meilleure maîtrise du digital, donc notamment grâce au jumeau numérique, donc chez GE ça s'appelle Digital Twin, c'est-à-dire c'est pouvoir avoir des modèles numériques et digitaux en fait, de chaque composant. Par exemple, essayer de recomposer quelles sont les contraintes par exemple sur un générateur. Qu'est-ce qui va dimensionner notre générateur? Ça va être par exemple la température, la fluctuation du courant, la fluctuation du couple en fait, qui est donnée sur le rotor. Donc ça va être l'idée, ça va être en fonction de toutes les données qu'on va pouvoir avoir des capteurs, de pouvoir détailler vraiment un jumeau numérique et de définir en fait où est-ce qu'on a dans son cycle de vie, quel est le niveau d'usure et est-ce qu'on peut aller plus loin dans la performance de manière temporaire en fait. Et grâce à ça, ça veut dire qu'on va pouvoir compenser par exemple une panne sur une machine, on va pouvoir compenser une baisse de vent sur une partie du parc éolien. Et ça va nous permettre, en fait, grâce à ça, de réduire le coût de l'énergie. Voilà. Donc ça devient de plus en plus critique parce qu'en fait, plus les machines vont être de grande taille et produire de plus en plus, c'est-à-dire que là, sur la prochaine génération, aujourd'hui on est à 6 MW sur l'Iliade, on parle de supérieur à 10 MW, quelque chose qui risque d'être de plus en plus grand. Aujourd'hui, l'éolien terrestre, c'est entre 1 et 3 MW pour les toutes dernières. Donc ça veut dire qu'une panne ou une baisse de production sur une machine d'1%, ça a tout de suite un impact financier qui est beaucoup plus grand. Donc aujourd'hui, au niveau marché, il y a un potentiel qui est assez grand sur la partie offshore, tout le monde en parle, il y a des marchés en cours, des demandes, etc. Maintenant, le risque est aussi très très grand,
puisque l'idée c'est aussi de réduire les coûts de l'énergie et de tenir les coûts du marché de l'énergie actuel, sachant qu'on a des contraintes qui sont par exemple beaucoup plus fortes que sur l'Inde terrestre. Juste la contrainte bateau, câble sous-marin, etc. Déjà, ça nous apporte une contrainte qui est énorme. On a des tailles de structures aussi qui commencent à être des structures géantes. Et du coup, ça fait partie du challenge. En fait. Voilà. Et donc la dernière partie, en fait, celle qu'a présenté aussi Lionel. Donc là, on a un projet en cours en fait pour le lien terrestre, qu'on va déployer pour la partie marine. Donc l'idée, c'est de se servir un petit peu du business de l'énergie. Donc aujourd'hui, je vous parle de coûts d'énergie. Donc il y a du trading qui est fait sur l'énergie. Ça veut dire que le coût de l'énergie fluctue en permanence et qu'on s'engage sur des contrats avec des coûts qui dépendent des jours, de certaines conditions. Et l'idée, c'est de pouvoir en fait joindre en fait ces fluctuations de coûts avec une prédiction, mais aussi d'avoir les prédictions météo par exemple, les prédictions pas les coûts opérationnels. Ça veut dire que grâce à ça, en fait, ça rajoute une couche, si vous voulez, qui est la couche business optimisation. Donc on va pouvoir, par exemple, s'apercevoir que peut-être qu'aujourd'hui ça ne sert à rien de surproduire. Peut-être qu'aujourd'hui ça ne sert pas forcément à grand chose d'aller au-delà d'un certain niveau. Parce qu'on a une demande du marché qui est par exemple à 90% de la capacité du parc. Si on surproduit, on a une amende. Si on sous-produit, on a une amende. Ça peut arriver en fait que dans certains cas, l'intérêt financier peut être de dévier en fait de la demande. Parce que surproduire ou produire au niveau, ça implique aussi des coûts, une gestion des coûts en fait sur site, des coûts d'opération. Et du coup, ça va permettre de raffiner en fait ces coûts d'opération. Et de nous aider en fait à aller vers une décroissance du coût de l'énergie et quelque part à aider en fait l'éolien offshore et l'éolien en fait à se démocratiser et à se développer. Oui. Je me permets de vous dire, et donc du coup, forcément, de facto, si vous sous-produisez ou si vous surproduisez, du coup, on va revenir sur le problème de la maintenance en conséquence, puisque vous allez avoir soit une machine qui sous-produit, qui va être un petit peu au ralenti, qui vous crée éventuellement une conséquence en termes de maintenance, comme si elle vient aussi à trop surproduire, éventuellement vous allez la pousser un petit peu dans ses rouages, et est-ce qu'elle va aimer ou pas aimer. Et du coup, maintenance en conséquence. D'où l'intérêt en fait des deux premiers niveaux en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un plan qui est. Enfin, je veux dire vraiment, c'est assez séquentiel en fait. Pour être honnête, aujourd'hui on met vraiment l'effort sur la partie Operation Manager qui est la diagnostic, c'est-à-dire pouvoir faire du diagnostic, comprendre comment marche la machine, aller beaucoup plus finement en fait dans le détail des composants. Parce que c'est un besoin, nous on s'engage aussi sur de la fiabilité, de la production, c'est-à-dire qu'en fonction de certains vents, on doit être capable de produire à un certain niveau, sauf si les clients ne le sont pas. Voilà. Et le deuxième niveau, c'est aussi tout ce qui est contraintes opérationnelles, c'est-à-dire, notre idée c'est aussi d'avoir un contrôle complet de la machine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des algorithmes qui sont déployés partout sur le marché de l'éolien terrestre, qui permettent d'optimiser, par exemple, la production en fonction du vent. Nous, on va aller plus loin que ça. Ce qu'on veut, c'est aussi optimiser et regarder toutes les contraintes sur chaque sous-système pour pouvoir justement accéder à cette dernière couche. Bonsoir à tous, Alexandre Zimmermann. Pour ma part, je suis ingénieur en énergétique. J'ai fait ma carrière d'abord dans les grands groupes, automobiles, aéronautique, j'ai fait la gestion de projet, beaucoup. Produits, services, industrialisation, investissement. Et puis ensuite, je me suis orienté dans le monde des PME, cabinet de conseil, et j'ai fait notamment du financement d'innovation, du crédit impôt recherche. Et donc depuis 6 mois, j'ai monté ma propre structure de conseil en organisation pour les PME. Quelle place pour l'humain? Vaste question, parce que finalement tout ce qu'on fait de tous les jours, c'est pour nous rendre service, des produits, des services, c'est pour assouvir des besoins humains. Donc je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue que tout ce qu'on fait, c'est pour nous et pour nos prochains. Alors, tout ça, ce sont des opportunités enthousiasmantes, évidemment. On parle de machines intelligentes. J'ai mis un petit exemple local, c'est Kidivo, c'est un smart thermostat, c'est une start-up nantaise, pour laquelle j'ai eu la chance de travailler. La fabrication additive, vous avez tous entendu parler. Les exosquelettes, vous avez un truc sympa, ça permet d'aider les ouvriers à rendre leurs tâches moins pénibles. Les cobots, évidemment. La réalité augmentée, petit clin d'œil à l'aéronautique, puisque là je crois qu'il s'agit d'opérations de maintenance assistées par réalité virtuelle. Donc tout ça c'est super sympa, mais ça coûte quand même cher. Les visionnaires, les ingénieurs, les aventuriers qui inventent tout ça
sont nécessaires, mais il y a besoin de gens qui viennent un peu critiquer tous ces processus, qui viennent dire « et s'il y a quelque chose qui se passe mal, et pourquoi on fait ça ?» Et donc, il y a un certain nombre de risques. Alors les risques financiers sont les plus évidents, ce sont les investissements. Si vous regardez, si vous vous renseignez sur les problématiques d'usines du futur, vous avez peut-être entendu parler de l'usine pilote du Boston Consulting Group qui est sur le plateau de Saclay. Donc c'est une usine qui produit des vrais produits mais qui ne vend rien en fait, c'est un pur labo de R&D. Et ils nous promettent des gains de productivité de 10 à 15% en appliquant les méthodes de l'usine du futur. Mais est-ce réaliste? Une question qu'on peut se poser. On a tous connu des projets d'intégration, par exemple de RP dans les entreprises. On a tous été confrontés à un SAP tentaculaire qui répond moyennement à nos besoins. Et j'ai été fouillé là aussi, pour mettre des chiffres là-dessus. Il y a un cabinet de conseil qui a mesuré que sur 500 entreprises dans le monde, les projets d'intégration de RP, finalement, dans la moitié des cas, on ne rentrait pas, on ne faisait pas les gains qu'on espérait faire. Et le pire, c'est que ça ne s'améliore pas. Ça ne s'améliore pas avec le temps, malheureusement. La courbe d'apprentissage est inversée. Donc, question quand même à se poser sur la praticabilité de ce qu'on va entreprendre. Les risques environnementaux sont multiples. Juste rappeler quand même que pour vivre, on a besoin d'eau, d'air, de nourriture. Ça paraît basique, mais est-ce qu'on fait va avoir un impact sur ces ressources? Le bilan carbone, donc évidemment on en parle beaucoup encore aujourd'hui avec le plan climat présenté par Nicolas Hulot. Il faut savoir que là on est sur des impacts qui peuvent être colossaux mais à moyen et long terme et qui sont plus difficiles évidemment à concevoir pour nos cerveaux qui sont programmés sur le court terme. Il faut savoir que si on arrive malheureusement à plus 6 degrés, 6 degrés c'est l'écart entre une période glaciaire et une période interglaciaire. Je vous rappelle, une période glaciaire, la moitié de la France était sous la glace. Donc si on a 6 degrés de plus, ça peut ressembler à l'Andalousie ici en fait. Donc avec des impacts forcément sociéto-économiques qui sont énormes. Et un aspect dont on parle un peu moins, du coup j'ai choisi de mettre l'accent dessus, c'est la disponibilité en matières premières. Vous avez tous entendu parler du pic pétrolier, on est à peu près aujourd'hui dans un pic pétrolier, grosso modo, hein, pas pinailler. Mais il y a plein d'autres pics qui nous attendent sur toutes les matières premières en fait. Et donc ce qu'on voit là, vous pourrez le trouver sur internet, hein, ce sont les différents, le nombre d'années qui nous reste en fait de toutes les ressources élémentaires qui nous servent pour l'industrie, le cuivre, le nickel, l'argent, l'or, le plomb, l'aluminium. Donc la rosace, là, ça vous présente le temps qui nous reste, c'est généralement de l'ordre de dizaines, d'une centaine d'années. À consommation constante. Et c'est bien ça le problème. Si on continue la croissance sur les rythmes auxquels on est actuellement, les pics c'est dans 20, 30, 40, 50 ans. Si on reste au niveau de recyclage qu'on a ici sur la droite, qui sont des moyennes mondiales en fait. Donc évidemment le recyclage va aussi être un enjeu majeur pour le futur. Ensuite les risques sociaux et sociétaux qui ne sont pas négligeables. Alors ils sont je les ai classés un peu arbitrairement en deux familles, les risques à l'intérieur de l'entreprise. Donc on peut parler de la résistance au changement, tout à l'heure c'est Lionel qui parlait de l'acceptabilité. On peut parler d'un manque de compétences en interne pour ces nouvelles choses, forcément c'est nouveau, donc on manque certainement de compétences, comment on les forme, où on trouve les gens qui ont ces compétences. La perte de sens, alors qui peut être vraiment là, qui peut concerner beaucoup de choses, mais en particulier pourquoi je me lève le matin, quoi. C'est juste la question qu'on peut se poser. Pourquoi je vais bosser, pourquoi je vais à l'usine, pourquoi je vais prendre mon ordinateur. Les jeunes générations sont de plus en plus en demande de ça dans l'entreprise. La perte de contrôle aussi, peut-être face à des process plus robotisés, plus automatisés. L'impression de perdre une partie de l'humanité, hein, je vois des grands mots, pour que vous compreniez bien. Ensuite, évidemment, il y a la deuxième famille de risques, c'est les interfaces entre l'entreprise et le monde extérieur, les parties prenantes, comme on dit dans le jargon du développement durable. Et là, j'en ai cité quelques-unes, mais c'est évidemment pas exhaustif. Il y a le solde d'emploi, entre les emplois détruits et les emplois créés. Évidemment, l'automatisation détruit les emplois, en crée d'autres, mais où sont-ils créés? C'est une question à se poser.
La cohésion sociale, alors là c'est très très vaste. Si les travaux à faible valeur ajoutée sont supprimés au profit des automates ou sont outsourcés dans des pays à bas coût, qu'est-ce qui reste à faire pour la main-d'œuvre qui fait ces travaux manuels aujourd'hui? Serons-nous tous une nation de col blanc finalement? Nous sommes passés les cols bleus. Quelle place évidemment plus globalement pour les handicapés, pour les minorités? Quelle vision on a aussi du consommateur final? Pourquoi on fait des produits en fait? Pour satisfaire quels besoins? Tout ça c'est des questions à se poser. J'ai pas de réponse forcément, mais je pense qu'il faut se poser ces questions. Le recrutement également, difficulté à recruter alors à la fois pour motiver des gens, pour leur donner un but, et puis aussi pour trouver ces fameuses compétences. Tout à l'heure j'échangeais avec Eric, on ne sait même pas encore de quelles compétences on a besoin pour mener les chantiers de l'industrie du futur. Donc forcément on ne va pas demander au système éducatif de nous fournir pour dans un an des gens qui sauront faire ça. Vaste sujet aussi quand même. La balance commerciale, on en parle peu, mais j'ai choisi d'en parler. Ça fait, je crois, une dizaine d'années que la France est en déficit commercial chronique. Pourquoi pas se poser la question au stade du projet finalement? Aujourd'hui, toutes les matières premières quasiment sont importées. Une grande partie des machines-outils, les ordinateurs, j'en parle pas. Voilà, je laisse la question en suspens aussi. Et la pression des ONG, du public, et d'ailleurs sur l'ensemble de ces thèmes, et à juste titre. On parle beaucoup de transparence en ce moment au niveau politique, au niveau des entreprises. Les entreprises sont de plus en plus conscientes des risques très importants pour leur business que représentent des mauvaises pratiques dans tous ces domaines-là. Alors j'ai fait un petit peu de prospective pour vous faire participer. Les risques sociaux et sociétaux qu'on voit aujourd'hui. Demain, qu'est-ce que ça peut donner? Alors je vais faire un petit quiz, vous vous souvenez de ça? C'est peut-être pour les plus anciens. Blade Runner, donc Blade Runner c'est une histoire de réplicants. Alors les réplicants c'est des robots mais qui ressemblent à des humains. Et alors à un moment ça se passe mal pour les réplicants alors qu'ils ont des émotions comme nous. Alors je me souviens, ça m'a rendu triste ce film. Ça vous connaissez peut-être aussi, le meilleur des mondes c'est un peu l'inverse. C'est les humains qui deviennent robots en quelque sorte. On a choisi une caste de col blanc finalement et qui a servi, c'est un peu comme la matrice aussi je crois. Qui a servi une armée de gens qui servent juste à faire des tâches à faible valeur ajoutée. Pour le coup, ça, vous savez ce que c'est? Minority Report, j'avais adoré ce film, il pose plein de questions sur quid de nos libertés finalement dans une société qui est capable de tout prédire. Maintenant, ce prédictif des éoliennes, c'est super sympa, a priori tu vois pas de danger sur la société, mais sur d'autres choses, attention danger. Et puis il y a mon Zorg, vous connaissez Zorg, je vais passer la vidéo mais le son passe pas, vous vous souvenez peut-être de cette scène où il casse un verre et où une armée de petits robots vient nettoyer les dégâts et finalement sa conclusion, vous voyez, en cassant ce verre j'ai contribué à la grande chaîne de la vie. Donc ça me fait beaucoup penser à la destruction créatrice dont certains se gargarisent. Alors oui, certes, la destruction créatrice existe, mais quel est le solde au bout du compte? Ne pas oublier que les 30 Glorieuses surviennent après la Deuxième Guerre mondiale, 50 millions de morts. Donc comment répondre à tous ces risques? Comment avoir une vision un peu globale? Là je reprends, c'est une capture d'écran qui est sur le site de la Fédération des industries mécaniques, ça vient de l'Alliance de l'industrie du futur. Il y a une prise de conscience, même chez les industriels traditionnels. Dans l'usine nouvelle maintenant, on ne parle plus que de trucs graisseux et de boulons, on parle de numérique de plus en plus. Il y a une sur deux de l'usine nouvelle qui est sur l'industrie du futur et le numérique. On parle sur le même plan des enjeux organisationnels, environnementaux, sociétaux que les enjeux économiques et technologiques. Donc là, il y a quand même un vrai shift au niveau des mentalités qu'on retrouve, j'allais dire presque évidemment, dans le monde des startups. Les questionnements sociétaux sont omniprésents dans les débats, dans les tables rondes, dans les pitchs des créateurs d'entreprises. Et j'ai pu le constater en allant au Web Today le mois dernier sur Nantes. Événement d'ailleurs passionnant. Donc pour réussir la transition, je propose, mais je ne suis pas le premier à proposer, de garder l'homme au centre évidemment. Ça c'est la philosophie Toyota en fait, pour les plus jeunes, ceux qui ne sont pas dans le domaine. Donc Toyota, c'est le système de production Toyota est à l'origine du lean manufacturing.
qui est basé en fait sur cette notion de progrès continu. Et le progrès continu ne peut venir que de l'homme, et l'homme qui travaille, l'homme qui fait, l'homme qui sait en fait, qui a le truc entre les mains. Le Lean a eu tendance à un peu à perdre ça d'ailleurs au fil de son évolution. Donc c'est grâce à ce savoir-faire, cette expérience, cet esprit d'équipe qui sont valorisés par toute l'organisation qu'on peut améliorer l'entreprise. Et puis j'ai rajouté ça, satisfaction du besoin, j'ai déjà dit, mais je le redis, d'un besoin humain finalement, au final, quoi. Pourquoi on fait un produit, pourquoi on fait un service? Vous connaissez peut-être la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins. Soit c'est pour bouffer, soit c'est pour le sentiment d'appartenance, soit c'est pour l'estime de soi, mais il faut que ça réponde à un besoin humain. Sinon, bullshit. Alors, comment donner du sens à l'efficacité concrètement? J'ai 2 pistes à vous proposer. La première sur l'aspect développement durable, ou RSE, pour ceux qui connaissent, responsabilité sociétale des entreprises. Sachant que moi je m'adresse en plus aux PME qui s'engagent là-dedans pour des démarches volontaires, finalement rien ne les y oblige. Déjà en mesurant, en chiffrant leur capital immatériel, sociétal et environnemental. Donc en mesurant leur impact positif sur le territoire et en faisant un argument commercial, surtout pas juste pour se faire plaisir, mais pour pouvoir valoriser ça auprès de leurs parties prenantes. Et évidemment, en particulier auprès de leurs clients, ça peut se traduire sous cette forme. Vous voyez les 3 piliers de la RSE, l'économique, l'humain et l'environnemental, qui sont eux-mêmes subdivisés en différentes sous-catégories. Et pour faire ça, c'est très simple, on s'appuie sur le bilan de l'entreprise en fait. C'est-à-dire que ce qui était caché dans le bilan, on va le valoriser en euros en faisant cet audit. Donc c'est une entreprise qui s'appelle Biom, une boîte nantaise, qui est à Nord-sur-Erne, pour être précis, qui a inventé ce diagnostic que je trouve assez intéressant et qui marche bien auprès des PME. Qui le présente comme ça. Donc, par exemple, l'entreprise LPC, là, quand vous lui achetez un produit, 46% de la valeur d'achat du produit est recyclée en emploi, en action positive pour l'environnement et la solidarité sur le territoire. Ça passe déjà, ne serait-ce que par les charges sociales et les impôts, ça permet de valoriser finalement ce qu'on perçoit uniquement comme une contrainte aujourd'hui. Alors que ça a aussi des impacts positifs. Et donc ça permet d'avoir une base chiffrée pour faire une politique de développement durable concrète sur tous les items que vous avez vus juste avant dans le tableau. J'ai une base chiffrée que je peux faire progresser. Aujourd'hui, la plupart des labels de développement durable sont qualitatifs. C'est comme l'ISO, vous avez passé l'ISO, vous êtes ISO, super. Mais bon, il y a un ISO plus, il y a un ISO plus. Là, c'est intéressant, on peut faire de la progression et surtout la mesurer. Et je terminerai par une ouverture sur un mode de management assez nouveau. Vous avez tous entendu parler, je pense, de l'entreprise libérée, des méthodes agiles, du Scrum, ces choses-là. Autant de choses très intéressantes. Et moi, j'ai découvert ça récemment. J'ai pu pratiquer même. C'est l'holacratie. Donc, c'est inspiré des principes de la sociocratie aussi pour ceux qui ont entendu parler. Donc, ça permet de passer d'un modèle pyramidal. Alors, j'ai trouvé cette image plutôt sympa. Vous noterez qu'il manque quelque chose en fait à un endroit ici là que les autres ont et puis que lui n'a pas. Donc ça c'est pour la blague. Donc ça c'est l'ancien système pyramidal. L'holacratie se propose de passer à un système de cercle en fait. Donc là on fait une analogie avec le corps humain. Dans le corps humain il y a des cellules qui ont toute une fonction, un rôle, des obligations pourrait-on dire, mais il n'y a pas de relation hiérarchique. Donc ici vous avez différents cercles dans l'entreprise et différents rôles et redevabilités. Ce qu'il faut retenir, c'est 2 mots très importants, la raison d'être. C'est-à-dire que tous les rôles de l'entreprise sont faits dans un unique but, c'est accomplir la raison d'être de l'entreprise, qui est son but ultime et un peu inatteignable. Imaginons la raison d'être de la SNCF, c'est faire arriver tous les trains à l'heure et en toute sécurité. Évidemment, ça ne sera jamais atteint, mais ça dit même en Suisse, ils sont peut-être à 98, mais ils ne seront jamais à 100. Donc ça, c'est la raison d'être. Et l'autorité, c'est-à-dire que dans le périmètre de vos rôles, de vos redevabilités, tant que vous allez accomplir ce qui est nécessaire pour la raison d'être, vous avez toute autorité. Donc l'autonomie. Donc on a une autorité qui est complètement distribuée dans l'organisation. J'ai pu pratiquer, c'est assez puissant. Et surtout, le rôle du manager change radicalement. Aujourd'hui, le manager prend toute la pression du haut et aussi toutes les revendications du dessous.
Là, en fait, on scinde le rôle du manager en deux. Vous voyez, c'est le lead link et le rep link. Donc il y a un lien qui ramène les contraintes du dessus, enfin du cercle qui est supérieur, qui englobe plus de fonctions. Et il y a un autre lien qui est chargé de remonter les besoins en fait, du cercle aux autres cercles, pas forcément à celui du dessus d'ailleurs, mais aussi à ceux d'à côté. Du coup, on scinde, il n'y a plus ce côté manager entre le marteau et l'enclume. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça très puissant. Et dernier truc, c'est comment ça s'articule au quotidien. Donc on a dans l'entreprise tous les jours, il y a des données d'entrée, il y a le travail quotidien, et il y a des tensions qui apparaissent dans le travail quotidien, logique, hein, on connaît tous ça. Et ces tensions, il faut absolument les processer. Ça, c'est la matière première en fait pour s'améliorer. C'est comme dans le Kaizen de Toyota dont on parlait tout à l'heure. Et tout ça va alimenter les tactical meetings, donc les réunions opérationnelles qui vont avoir lieu par exemple toutes les semaines. Et ces réunions sont très processées. Donc c'est pour ça que j'ai mis process strict. Mais en même temps, très vivant. Il y a beaucoup d'échanges. Il faut que tout le monde s'exprime. Il faut valider les idées, les objections, les critiquer. Et si jamais on est bloqué à ce niveau-là, il faut monter au niveau de la gouvernance. Et c'est là que c'est le plus intéressant finalement, puisque c'est là que l'organisation va évoluer. On va écrire les nouveaux rôles et les nouvelles redevabilités. Donc en fait, grâce à cet outil-là, vous avez un organigramme qui est en constante évolution par rapport aux contraintes qui s'exercent sur l'entreprise. Et là, on rejoint complètement l'agilité qui est nécessaire dans l'industrie 4.0 finalement. Donc tous les mois, votre organigramme change concrètement. Voilà. Je crois que c'est tout. Voilà, c'était juste pour dire que donc Alizio, l'entreprise que j'ai créée, donc du coup, moi je me positionne sur l'excellence opérationnelle, donc les principes du lean par exemple, j'en ai fait beaucoup dans ma carrière. Le développement durable, vous comprenez pourquoi maintenant. Moi je pense qu'il faut réfléchir moyen et long terme, même quand on fait de la productivité à court terme. Et puis évidemment la gouvernance capitale, ça j'ai pu le constater dans ma vie de chef de projet. Je pense que la différence entre un projet réussi et un projet pas réussi, c'est d'abord ce qu'on a fait de la force du capital humain.